Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Comme chaque soir, nous nous retrouvons à 18h30 pour la première édition d'information sur Al-Oula. Nous vous proposons à présent les principaux titres. Sa Majesté le roi Mohammed VI est arrivé à Abu Dhabi où le souverain entame une visite d'amitié et de travail aux Émirats Arabes Unis. Le souverain avait quitté l'aéroport de Rabat Saleh à destination d'Abu Dhabi hier soir. Hier 6 novembre, le peuple marocain célébrait le 42e anniversaire de la Marche verte. Sa Majesté le roi a adressé un discours à la nation. Aucun règlement de l'affaire du Sahara n'est possible en dehors de la souveraineté pleine et entière du Maroc, a notamment souligné le souverain dans son discours. Les cordes de la tolérance, de concert pour célébrer le dialogue interreligieux interculturel. Le premier concert a eu lieu hier soir au Théâtre National Mohammed V de Rabat. Manifestation organisée par le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger en partenariat avec l'ambassade du Canada au Maroc. Nous le disions en titre, visite d'amitié et de travail de Sa Majesté le roi Mohammed VI aux Émirats Arabes Unis. Le souverain accompagné de son Altesse, le prince Moulay Ismail, est arrivé aujourd'hui à Abu Dhabi. À sa descente d'avion à l'aéroport international d'Abu Dhabi, Sa Majesté le roi a été accueilli par son Altesse Cheikh Hamdan Ben Zayed Al Nahyan, représentant du gouverneur de la région de Ad-Dhafra. Mohamed Aitlishkar. Aéroport international d'Abu Dhabi où Sa Majesté le roi Mohammed VI, accompagné de son Altesse le prince Moulay Ismail, est arrivé aujourd'hui pour une visite d'amitié et de travail aux Émirats Arabes Unis. À sa descente d'avion, Sa Majesté le roi a été accueilli par son Altesse Cheikh Hamdan Ben Zayed Al Nahyan, représentant du gouverneur de la région de Dhafra. Après avoir passé en revue un détachement de la garde d'honneur, Sa Majesté le roi a été salué par plusieurs autres personnalités émiraties, l'ambassadeur du Maroc à Abu Dhabi et les membres de la mission diplomatique du royaume aux Émirats Arabes Unis. Sa Majesté le roi Mohammed VI est accompagné lors de cette visite d'une délégation officielle comprenant notamment les conseillers de Sa Majesté le roi Fouad Ali El-Himma Yasser Znaghi et Abdelatif Mennouli. La délégation comprend également le ministre de la Culture et de la Communication Mohamed Al-Araj, le président de la Fondation nationale des musées Mehdi Qotbi, ainsi que plusieurs autres personnalités civiles et militaires. Et c'est hier soir que Sa Majesté le roi Mohammed VI, accompagné de son Altesse le prince Moulay Ismail, avait quitté l'aéroport de Rabat Saleh à destination des Émirats Arabes Unis. Un communiqué du ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie annonce que Sa Majesté le roi Mohammed VI effectuera une visite de travail et d'amitié aux Émirats Arabes Unis à partir de mercredi 8 novembre. Le communiqué ajoute que Sa Majesté le roi effectuera également une visite officielle au Qatar à partir du dimanche 12 novembre prochain. Hier lundi 6 novembre, le peuple marocain célébrait le 42e anniversaire de la Marche verte. Sa Majesté le roi Mohammed VI a adressé un discours à la nation dans lequel le souverain a réitéré la position ferme du royaume concernant l'affaire du Sahara marocain. Aucun règlement de l'affaire du Sahara n'est possible en dehors de la souveraineté pleine et entière du Maroc et en dehors de l'initiative d'autonomie, a notamment souligné le souverain dans son discours. Le texte intégral du discours royal, Mohamed Aitlishkar.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala moulana rasulillahi wa alihi wa sahbihi, Jabi al-Aziz. Louange à Dieu, paix et salut sur le prophète, sa famille et ses compagnons. Chers peuples, aujourd'hui nous commémorons avec une immense fierté le 42e anniversaire de la Marche verte. Dans quelques semaines, nous célébrerons le 60e anniversaire du discours que notre auguste grand-père, Sa Majesté le roi Mohammed V, que Dieu ait son âme, avait prononcé à Mohammed al-Ghazlan. Pourquoi nous a-t-il paru judicieux aujourd'hui d'évoquer en même temps le souvenir de ces deux événements historiques? Quel est le lien qui les rattache véritablement? En fait, chacun de ces deux moments fondateurs symbolise le pacte indéfectible d'unité nationale scellé entre le trône et le peuple. Pacte dont la clé de voûte est le Sahara marocain. De fait, le discours historique de Mohammed al-Ghazlan est lourd de sens en ce qu'il marque une étape saillante dans le processus de parachèvement de l'intégrité territoriale de notre pays et qu'il souligne une seule vérité que nul ne peut contester, la marocanité du Sahara et l'attachement du peuple marocain à sa terre. En effet, dès que le Maroc a eu son indépendance, bien avant que la question du Sahara ne soit conciliée aux Nations Unies en 1963, alors qu'aucune revendication ne portait sur la libération du Sahara, à l'exception des demandes légitimes formulées alors par le Maroc. Mieux encore, bien avant que l'Algérie ne devienne indépendante, antérieurement à tous ces faits, s'adressant aux chiours et aux représentants des tribus sahraouis venus y faire allégeance, la Bay'a, notre grand-père avait souligné les droits historiques et légitimes du Maroc sur son Sahara. Il déclara en substance: nous proclamons solennellement que nous poursuivrons notre action pour le retour de notre Sahara dans le cadre du respect de nos droits historiques et conformément à la volonté de ses habitants. Fin de la parole de notre grand-père, que Dieu le bénisse. Replacer dans le contexte de l'époque, cette déclaration est sans ambiguïté. Et nul ne peut remettre en cause son bien fondé. Plus qu'un engagement, elle est l'expression d'une alliance pérenne entre le trône et le peuple. En outre, cette proclamation atteste la permanence de la marocanité du Sahara, et ce, bien avant la mise en scène artificielle d'un conflit indûment suscité autour de cette vérité historique. Aussi, le Sahara restera marocain jusqu'à la fin des temps, et les sacrifices qu'il sera nécessaire de consentir pour qu'il en soit toujours ainsi importent peu. Par fidélité à ce pacte sacré, et se prévalant de cette légitimité historique et politique, notre vénéré père, Sa Majesté le roi Hassan II, que Dieu l'ait en sa sainte miséricorde, a conçu avec sagacité l'idée de la marche verte pour le recouvrement de nos provinces du Sud. Marchant sur les traces de notre grand-père et de notre père, nous avons à cœur, maintenant que la terre est libérée, d'œuvrer avec le même sens de l'engagement pour assurer à la population de ces provinces les conditions d'une vie digne. Et pour favoriser son développement, nous sommes aussi déterminés à libérer nos fils retenus dans les camps et à arrimer ces zones à la mère patrie de manière pleine et entière. Cher peuple, dès mon accession au trône, j'ai fait serment devant Dieu et devant toi de tout mettre en œuvre pour défendre notre intégrité territoriale et garantir aux habitants du Sahara les conditions d'une vie libre et digne. Pour y parvenir, nous avons constamment veillé à ce que l'action extérieure dédiée à la défense de nos droits légitimes soit menée en totale cohérence avec les efforts de développement interne, sous-tendus par un esprit de solidarité et d'unanimité nationale. Sur le plan international, le Maroc maintient l'engagement qu'il a fait d'adhérer à la dynamique actuelle voulue par son Excellence, M. Antonio Guterres, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, et à coopérer avec son envoyé personnel. Il en sera ainsi tant que seront respectés les principes et les fondamentaux de la position marocaine. En voici quelques-uns. Premièrement, aucun règlement de l'affaire du Sahara n'est possible en dehors de la souveraineté pleine et entière du Maroc sur son Sahara et en dehors de l'initiative d'autonomie dont la communauté internationale a reconnu le sérieux et la crédibilité. Deuxièmement,
Les expériences passées devraient permettre de méditer sur une évidence. Le problème n'est pas tant de trouver une solution à cette affaire, mais plutôt d'arriver à définir le processus à suivre pour y parvenir. Il appartient donc aux parties à l'origine de ce conflit, monté de toutes pièces, d'assumer pleinement leurs responsabilités dans la recherche d'un règlement définitif. Troisièmement, le plein respect des principes et fondamentaux retenus par le Conseil de sécurité pour le traitement de ce conflit régional artificiel. L'organe onusien étant de fait la seule instance internationale chargée de superviser le processus de règlement. Et quatrièmement, le refus catégorique de tout dépassement, de toute tentative de porter atteinte aux droits légitimes du Maroc et à ses intérêts supérieurs, de toute proposition obsolète visant à écarter le plan de règlement des paramètres référentiels retenus, de l'insertion abusive d'autres sujets, lesquels sont traités par des institutions compétentes. Sur le plan interne, comme je l'ai plusieurs fois souligné, nous n'allons pas rester les bras croisés à attendre que soit trouvée la solution souhaitée. Nous poursuivrons plutôt l'action engagée pour stimuler le développement de nos provinces du Sud et assurer à leur population les conditions d'une vie libre et digne. Dans ce cadre, nous irons de l'avant dans la réalisation du modèle de développement propre à ces provinces, en parallèle avec la mise en œuvre de la régionalisation avancée, ce qui devrait permettre aux habitants de la région d'assurer la gestion démocratique de leurs affaires et de contribuer au développement de leur région. En effet, les projets que nous avons lancés et ceux que nous allons mettre en chantier vont permettre au Sahara marocain de se positionner comme un pôle économique intégré, appelé à servir de trait d'union entre le Maroc et sa profondeur africaine. Il s'affirmera comme une plaque tournante pour les relations entre les pays de la région. Chers peuples, comme nous l'avons souligné précédemment, ce modèle ne doit pas être ramené à sa seule dimension économique. Il s'agit bien en fait d'un projet de société cohérent qui a pour ambition de favoriser l'épanouissement de l'individu marocain, de préserver sa dignité et de le placer au cœur du processus de développement. De ce fait, ce projet accorde une place particulière à la sauvegarde du patrimoine culturel et civilisationnel sahraoui, dont nous mesurons la grande valeur affective pour les populations de la région. Voilà pourquoi nous veillons à prendre soin de la culture hassani en favorisant sa promotion grâce à des structures et des services culturels mis en place à cet effet, en encourageant les initiatives et les manifestations artistiques qui contribuent à son rayonnement et en rendant hommage aux artistes, aux intellectuels et aux créateurs qui en sont les vecteurs. Nous faisons de même pour toutes les composantes de l'identité marocaine unifiée, car nous n'établissons aucune différence entre les patrimoines et les spécificités culturelles et linguistiques des régions du Maroc, qu'il s'agisse du Sahara, du Souss, du Rif, de l'Atlas ou de l'Oriental. Par ailleurs, la volonté de prendre soin du patrimoine culturel local n'est en aucune manière une façon d'instiller le fanatisme ou de favoriser le repli sur soi. Ce n'est nullement une incitation à l'extrémisme ou au séparatisme. C'est bien plutôt une manière d'exprimer notre fierté d'une identité nationale plurielle, diverse, qui se déploie pleinement dans le cadre du Maroc uni des régions. Il est donc de notre responsabilité à tous de sauvegarder ce patrimoine culturel et civilisationnel national en protégeant ses ressources et en favorisant l'interaction féconde de ces différentes composantes corrélativement. Il convient également de rester ouvert aux valeurs et aux civilisations universelles, d'embrasser le monde du savoir et de la communication. Chers peuples, la commémoration de l'anniversaire de la Marche verte et le rappel du discours de Mohamed Orslan constituent une occasion privilégiée d'exalter le patriotisme sincère, l'attachement loyal aux constantes de la nation, le sens du sacrifice pour la patrie. C'est grâce à ces valeurs et à la mobilisation nationale collective que le Maroc a récupéré ses provinces du Sud. C'est aussi grâce à cet idéal patriotique qu'aujourd'hui il va de l'avant dans sa marche vers plus de développement et de réalisation. Désormais, nous avons grand besoin de ces valeurs. Il convient de les véhiculer à l'école, au sein de la famille,
dans tous les secteurs de la vie sociale. Elle constitue un préalable pour qu'ensemble, nous soyons en mesure de relever les défis internes et externes qui s'opposent à notre pays. À cette occasion, nous tenons à exprimer la fierté que nous inspirent nos forces armées royales et les forces de sécurité, toutes catégories confondues. Nous leur manifestons notre considération pour leurs efforts, leurs sacrifices et leur mobilisation constante à défendre, sous notre commandement, l'intégrité territoriale du pays et à préserver sa sécurité et sa stabilité. C'est pour nous l'opportunité de renouveler notre engagement, de renforcer l'esprit de mobilisation collective et in fine de stimuler la dynamique de développement global à l'œuvre dans toutes les régions du Maroc, notamment nos provinces du Sud. Cette entreprise est menée dans le cadre d'un Maroc uni, garantissant à tous ses enfants la liberté, la dignité et la justice sociale. C'est le meilleur gage de fidélité à la mémoire immaculée des héros de la libération et de l'indépendance, avec en première ligne notre auguste grand-père, Sa Majesté le roi Mohammed V, que Dieu ait son âme. C'est aussi un exemple de fidélité au serment de la Marche verte et à l'artisan de cette épopée, notre vénéré père, Sa Majesté le roi Hassan II, que Dieu l'ait en sa sainte miséricorde, et à tous les valeureux martyrs de la nation. C'était la traduction du texte intégral du discours prononcé par Sa Majesté le roi Mohammed VI à l'occasion du 42e anniversaire de la Marche verte. Et justement, une véritable stratégie intégrée, articulée autour de plusieurs secteurs, s'est mise en place dans les provinces du Sud. Un plan très ambitieux de développement des ports de la région, Laayoune, Tarfaya, Boujdour et Dakhla, a été mise en place. Une infrastructure portuaire qui a permis d'ailleurs le développement économique, social et industriel de la région dans tous les domaines productifs, notamment celui de la pêche. Mounia Marouche. Les provinces du Sud évoluent et se métamorphosent grâce aux grands projets de développement pensés pour améliorer le niveau de vie de ses habitants. Les projets portuaires se multiplient et le secteur de la pêche maritime s'érige en tant que pôle économique pionnier à l'échelle régionale et nationale. Ces 4 dernières décennies, les pouvoirs publics ont réalisé un investissement colossal concernant la construction des ports et la modernisation des infrastructures portuaires dans les provinces du Sud, à même de développer les différentes unités de la pêche maritime. والتجهيزات التي تتعلق بنشاط وتمكن من مزاولة نشاط الصيد البحري. Le domaine portuaire joue un rôle de locomotive dans le développement socio-économique dans la région. Des investisseurs ont permis l'installation de grandes entreprises opérant dans la congélation, la conservation et l'exportation du poisson. Une aubaine pour les habitants de la région et même pour ceux de l'Afrique subsaharienne. Le travail au Maroc, ça va, ça se passe bien. Ça va bientôt faire quelques années que je suis là. Je me suis bien intégrée, j'ai de bonnes relations avec mes collègues et je pense que c'est l'essentiel. Ces investissements nous offrent des postes d'emploi. En tant que diplômée, j'ai intégré facilement le monde du travail.
Ce domaine offre plus de 3000 postes d'emploi. Les salariés travaillent dans de bonnes conditions. Le secteur de la pêche maritime génère plus de 20 000 postes d'emploi directs et 58 000 postes indirects au profit des populations de l'Ayoun et Tarfaya. Une performance rendue possible grâce à une flotte de 527 navires pêche côtière et 900 barques de pêche artisanale. La 7e session de la conférence des États parties à la Convention des Nations Unies contre la corruption s'est ouverte à Vienne. Le ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé de la réforme de l'administration et de la fonction publique a souligné que la lutte contre le fléau de la corruption au Maroc est fondée sur une approche globale intégrant les outils de répression, de prévention, d'éradication et de communication. Depuis Vienne, Sarah Katir. La Convention des États parties à la Convention des Nations Unies contre la corruption fournit un cadre pour harmoniser les efforts de lutte contre la corruption dans le monde entier. Le Maroc est devenu un État partie après sa ratification en 2008. À la 7e session, le Maroc a réitéré son engagement dans la lutte contre ce fléau sur le plan national et international. Le Maroc est un membre très actif dans la Convention des Nations Unies contre la corruption. C'est un membre également engagé dans le mécanisme d'examen périodique universel. Et c'est dans ce cadre que nous participons aujourd'hui avec une très importante délégation. Le Maroc, à l'instar de la majorité des États signataires de la Convention, a placé la lutte contre la corruption parmi ses priorités, d'où la stratégie nationale basée sur une approche participative. Le Maroc présente les avancées et les non-avancées par rapport à ce domaine, puisque en termes de réalisation, on peut dire que nous avons une stratégie qui pourrait être une base solide pour pouvoir réaliser une lutte contre la corruption coordonnée, concertée et par conséquent plus efficace. Ce qu'on regrette, c'est qu'elle n'est pas encore mise dans son cadre stratégique en œuvre. L'engagement et l'adhésion volontaire du Maroc à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la corruption a été salué par le directeur exécutif de l'Office de l'ONU contre la drogue et le crime, Yuri Fedotov, lors d'une rencontre avec la délégation marocaine en marge des travaux de la conférence. À cette occasion, il a été aussi question d'organiser des ateliers en vue de partager l'expertise marocaine dans ce domaine dans le cadre d'une coopération sud-sud. Le Maroc a soumis à la 7e session de la Convention des Nations Unies contre la corruption un projet de résolution concernant le suivi de la déclaration de Marrakech. Une proposition qui traduit l'engagement du Maroc dans la lutte contre la corruption, des efforts qui sont d'ailleurs salués par les Nations Unies. De Vienne, Sarah Katir et Ahmed Hamri. La COP23 s'est ouverte à Bonn sur des appels urgents en faveur du climat présidés par les îles Fidji. La conférence de l'ONU sur les changements climatiques s'est ouverte dans un contexte marqué par de nombreux phénomènes climatiques extrêmes. Il s'agit de prendre des mesures très concrètes pour rester sous les 2 degrés de réchauffement. L'un des autres défis de la COP23, convaincre les États-Unis de ne pas bloquer les discussions. La Chine, par la voix de son président, a exprimé la semaine dernière son intention de prendre une part active à la coopération internationale pour répondre au changement climatique. Et puis en Afghanistan, déguisé en policier, un commando a attaqué ce mardi le siège de la télévision Shamshad TV à Kaboul. 2 personnes ont été tuées. Un des terroristes s'est fait exploser à la porte de l'immeuble, tandis que l'autre, lourdement armé, a d'abord ouvert le feu sur les employés avant de se retrancher sur le toit et de viser les forces de sécurité. D'après le porte-parole du ministère de l'Intérieur, 2 gardes ont été tués et 5 personnes ont été blessées, dont un employé de la chaîne. L'attaque, revendiquée par le groupe terroriste autoproclamé État islamique, a duré près de 3 heures.
On revient chez nous, les cordes de la tolérance, deux concerts pour célébrer le dialogue interreligieux et interculturel, interprétés par l'orchestre de chambre et violon du Roi et l'ensemble Octo Echo en compagnie de la chanteuse maroco-canadienne Leïla Gouchi. 24 musiciens de différents univers musicaux ont rendu un hommage à Sami El Maghribi et Salim Halali, manifestation organisée par le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger en partenariat avec l'ambassade du Canada au Maroc et le Conseil des arts du Canada. C'était hier soir au Théâtre national Mohamed V de Rabat. Nissel El Hamdaoui. À la flûte, Rachid Zaroual joue la mélodie de la paix et de la convivence. Et il n'est pas le seul à l'interpréter. Des musiciens de différentes cultures pincent les cordes de la tolérance. Tous font partie de l'orchestre de chambre Les Violons du Roi et l'ensemble Octo Echo. Sous la direction du chef Katia Mardissi, ils jouent les succès de deux grands maîtres de la musique judéo-marocaine, Sami El Maghribi et Salim Halali. Une manière de leur rendre hommage à l'occasion de la commémoration du 42e anniversaire de la Marche verte. Ce soir, c'est une grande rencontre entre les cultures, les religions, et c'est vraiment un partage. Et puis, on est content de le faire au Maroc parce qu'on sait qu'au Maroc, vous travaillez très fort pour ça, puis que c'est un peu l'Andalousie d'autrefois. Le répertoire que nous allons présenter ne sera pas uniquement judéo-marocain. Il y aura également des compositions de Rachid Zaroual, notre grand musicien marocain. Donc le répertoire arabe est omniprésent. Je vais également interpréter ma nouvelle chanson. Ça sera en quelque sorte une compilation de morceaux mettant en avant les trois religions monothéistes. Quand la douceur de la voix de Leïla Gouchi effleure le répertoire de Salim Halali, cela donne un harmonieux dialogue interreligieux auquel le Maroc est fortement attaché. Aujourd'hui, nous voulons dire que le Maroc restera une terre d'accueil, une terre de paix, une terre de vivre ensemble, une terre de tolérance. Et Sa Majesté Mohamed VI l'a dit à plusieurs reprises dans ses différents discours pour dire que le Maroc il est contre le terrorisme, contre toute forme d'extrémisme. L'orchestre canadien Les Violons du Roi et l'ensemble Octo Echo interprètent ici l'hymne de la Marche verte, accompagné de Leïla Gouchi. Une épopée historique toujours vivace dans le cœur des Marocains. Voilà, c'est avec cet hymne, la Marche verte, que nous refermons cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'info revient sur Lula à 20h30. Excellente soirée, à demain.